les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'au début du XXe siècle, 6 millions d'hectares en France, c'est-à-dire près de 20% de la surface agricole utile, étaient consacrés à la culture d'avoine, laquelle, avec quelques utilisations alimentaires, mettait essentiellement le carburant des chevaux. Non pas tant d'ailleurs parce que c'était énergétique, c'était plutôt moins énergétique que le blé, mais qu'on a découvert qu'il y avait un psychotrope, un agent stimulant du cerveau qui donnait de la vigueur aux animaux de trait, et c'est pour ça qu'on leur préférait l'avoine. Et petite ironie du sort, mais Jean-Christophe le développera, si on calcule aujourd'hui combien il faudrait cultiver d'hectares de biocarburants pour donner à nos tracteurs, les modernes chevaux, les carburants nécessaires à leur activité, eh bien, à grand coup de louche, on tombe à nouveau sur ces quelques millions d'hectares. Autrement dit, s'il fallait nourrir nos chevaux modernes avec des biocarburants, eh bien, nous tomberions à peu près sur cette même surface. Alors Jean-Christophe Debar, effectivement, est un agronome de formation. Il a travaillé dans divers cadres, donc il dirige actuellement cette fondation qui s'appelle la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Il vous dira 2 mots sur son action, mais il a aussi travaillé à l'ambassade des USA en France pour suivre les marchés agricoles, donc il connaît bien ces questions de compétition entre les produits au niveau international. Et puis, il est également un membre correspondant de l'Académie d'agriculture en France, et donc il suit en particulier ces questions d'agrocarburants. La production de biocarburants est-elle compatible avec la fonction nourricière de l'agriculture? Je crois qu'en posant la question comme ça, on voit bien que c'est une controverse qui renvoie aux questions donc, de sécurité alimentaire. Et les questions de sécurité alimentaire sont précisément une des préoccupation majeure, une préoccupation importante de la Fondation Farm. 2 mots sur cette fondation qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui est basée dans la région parisienne. Je dirais, pour être rapide, que cette fondation est un think tank qui promeut, essaye de promouvoir en tout cas l'émergence de petites et moyennes exploitations familiales performantes. Performantes, ça veut dire qu'ils soient capables de produire plus, de produire mieux, et finalement d'approvisionner des marchés locaux qui sont, on le sait, en pleine expansion dans les pays du Sud à cause de l'expansion démographique, la croissance des revenus, etc. Rapidement, le plus important, c'est de distinguer ce qu'on appelle biocarburants de première génération, deuxième génération, troisième génération. Première génération, c'est ce type de carburant qui pose question, on va le voir. Disons que les carburants de première génération sont fabriqués à partir de composés, de matières premières, qu'on va trouver essentiellement dans ce qu'on appelle les organes de réserve des plantes, disons pour simplifier les graines. Les composés, ce sont soit des sucres, directement ou indirectement via l'amidon, qui sont contenus donc dans les graines de céréales, dans les plantes sucrières, qui permettent ces composés, par fermentation des sucres donc, de produire de l'alcool, qu'on va appeler bioéthanol, précisément pour bien distinguer que cet éthanol est utilisé à usage de carburant. On peut aussi fabriquer du bioéthanol à partir du vin. Je crois dire que l'Italie en fait une production non négligeable à partir de cette matière première. Et puis il y a le biodiesel qui, lui, va être produit à partir des huiles végétales, donc qui sont contenues dans la graine des oléagineux. Des huiles végétales, on peut aussi utiliser, on en utilise moins, mais on en utilise des graisses animales ou également des huiles usagées que l'on recycle en quelque sorte pour produire ces biocarburants de première génération. Donc vous voyez, ces biocarburants de première génération, et c'est ça l'idée essentielle pour notre débat, c'est qu'ils sont produits à partir de plantes qui sont utilisées par ailleurs, premièrement utilisées pour des usages alimentaires. Donc d'entrée de jeu, on voit se profiler effectivement un débat sur la concurrence entre des utilisations alimentaires et non alimentaires. On parle également de biocarburants de deuxième génération. Cette fois, il s'agit de biocarburants qui vont être fabriqués en utilisant non pas des composés contenus dans les graines, comme je le disais pour la première génération,
mais à partir de ce qu'on appelle les composés lignocellulosiques. Pour simplifier, disons qu'ils sont contenus dans les feuilles, dans les tiges, d'une manière générale dans la plante entière, puisque c'est comme ça qu'elle est construite, avec ces composés, cellulose et lignine. Et donc, deuxième génération, fabrication, donc à partir... Alors, de manière générale, donc on dit de plantes entières. Ça peut être également des résidus de la production forestière, des résidus de l'industrie du bois, des copeaux d'une manière générale et autres résidus. Ça peut être aussi, bien sûr, des résidus de récolte, comme de la paille. On parle également de troisième génération, beaucoup moins développée, à vrai dire, je n'y ferai guère plus allusion ensuite, à partir de microalgues, mais là, on est encore très très loin d'être à un stade qui est économiquement, je dirais, faisable et concurrentiel, compétitif. Qui produit ces biocarburants ? Vous le voyez, essentiellement 3 pays ou groupes de pays. États-Unis, Brésil, Europe. Voilà. Alors c'est vrai que depuis quelques années, de manière relativement récente, on a vu s'agglomérer à ce groupe de pays d'autres nations, d'autres États, la Chine, l'Inde, l'Argentine et quelques autres encore. Mais enfin, quand on parle du bioéthanol, donc en 2013 en totalité de première génération, les États-Unis faisaient la moitié de la production mondiale, devant le Brésil un quart, l'Union européenne à peine 6%, vous le voyez, et c'est intéressant de noter que la Chine est légèrement déjà devant l'Union européenne. En matière de biodiesel, donc fabriqué à partir d'huile végétale, c'est l'Union européenne qui est en position dominante. Elle fait à elle seule 40% de la production mondiale, devant les États-Unis, avec le groupe Brésil-Argentine qui fait pareil à eux deux que les États-Unis, autour de 20%. Et puis mentionnons l'Indonésie qui est, avec le palmier à huile, autour de 10%. Disons aussi que les États-Unis et le Brésil sont les gros exportateurs de biocarburants, essentiellement de bioéthanol. L'Union européenne importe beaucoup. Pourquoi, au fond, il y a controverse ? Et depuis quand ? Et cela, ça renvoie déjà à une première idée, qui est qu'au début des années 2000, on a eu un renforcement assez massif des politiques publiques en faveur des biocarburants. Alors, ces politiques publiques, en fait, existaient déjà à relativement petite échelle, disons. Encore, ce sont des propos qu'il faille nuancer. Petite échelle aux États-Unis, puisque à la fin des années 70, déjà, les États-Unis avaient mis en œuvre un certain nombre d'incitations à la consommation et la production de biocarburants, en réaction donc à l'envolée des prix du pétrole. Et bien avant les États-Unis, dans les années 70, au début des années 70, le Brésil s'était déjà lancé dans un programme assez massif d'encouragement au bioéthanol, en l'occurrence. Mais clairement, au début des années 2000, ces politiques publiques en faveur des biocarburants connaissent une nouvelle vigueur, un regain tout à fait important. Essentiellement pour 3 raisons. D'abord, la volonté de nombreux États de réduire leur dépendance aux importations de pétrole. C'était donc le cas des États-Unis et du Brésil, je l'ai dit. C'est le cas au début des années 2000 de l'Union européenne et puis ensuite d'un nombre croissant d'autres pays. S'ajoute à ça également un souci plutôt d'ordre géopolitique, c'est-à-dire diversifier les sources d'approvisionnement par rapport à un Moyen-Orient qui, compte tenu des aléas que l'on connaît sur la sécurité alimentaire mondiale, peut poser problème. Voilà, disons ça comme ça. Donc il y a aussi ce souci-là. Un deuxième grand argument qui a poussé les États à s'engager en faveur des biocarburants, c'est que les biocarburants, à leurs yeux, ont constitué un moyen de redresser un revenu agricole qui, durant les années 80 et jusqu'à vrai dire au tout début des années 2000, donc pendant une longue période, un revenu agricole qui a été bas, qui posait beaucoup de problèmes à cause des prix mondiaux des principales cultures qui étaient eux-mêmes donc très bas. Donc créant ainsi un nouveau débouché avec les biocarburants, on espérait bien pouvoir revitaliser le secteur agricole, mais également bien sûr les zones rurales avec les emplois ainsi créés. Et puis enfin, un dernier paramètre, plus récent et qu'on voit donc apparaître au début des années 2000, lutte contre le changement climatique, puisqu'on pense que les biocarburants permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports
contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique qui, dans l'agenda international, s'annonce comme une pièce de plus en plus importante. En 2012, au niveau mondial, à peu près 3,5% de la consommation de carburant dans les transports routiers va être assurée, en équivalent énergie, est assurée par les biocarburants. Alors, il y a un petit peu de manière de présenter les choses. Disons que 10 ans auparavant, on était quasiment à zéro, ou à peu de choses près. Donc passer en une dizaine d'années de quasiment zéro à 3,5%, la progression peut être qualifiée de très forte. Maintenant, c'est vrai que la part de marché des biocarburants reste faible au niveau mondial, donc je l'ai dit, mais bon, regardons ce qui se passe dans l'Union européenne. Comme en Amérique du Nord, on est en moyenne toujours en équivalent énergie autour de 5%. En Amérique latine, on est plus, puisque je l'ai dit aujourd'hui, en 2015, le Brésil est à 25% de taux d'incorporation obligatoire. Bien sûr, vous produisez de la betterave, du blé, du colza pour effectivement produire des biocarburants, mais pour ça, comme on le disait en introduction, vous allez utiliser des tracteurs, vous allez utiliser des engrais, et donc il y a de l'énergie, et cette énergie, eh bien, c'est de l'énergie fossile. Donc au total, finalement, est-ce que vous produisez plus d'énergie que vous en consommez? C'est-à-dire, est-ce que ce bilan, finalement, est positif si on regarde globalement et pas uniquement au niveau du champ? Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce débat est tranché. Alors, si on regarde des chiffres qui sont aujourd'hui, qui font l'objet aujourd'hui d'un large consensus, ces chiffres qui en fait, alors c'est pas posé exactement dans les mêmes termes, est-ce qu'il faut plus d'énergie pour produire le biocarburant que ce qu'ils en consomment, c'est plutôt exprimé de la façon suivante. Voyons, pour produire de l'essence, depuis les premiers forages jusqu'au raffinage de l'essence, et puis jusqu'à la pompe finalement pour mettre l'essence dans la voiture, on consomme une certaine quantité d'énergie. Et pareil, pour produire et finalement consommer des biocarburants, on consomme une certaine quantité d'énergie. Et donc on va comparer le bilan énergétique total, dans ce qu'on appelle une analyse cycle de vie, ACV, pour les biocarburants, comparé à cette même analyse cycle de vie pour les carburants d'origine fossile. L'agence française pour la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a publié à la fin des années 2000 des données qui, donc, je crois aujourd'hui, font à peu près référence et qui montrent sans ambiguïté que, voilà, en ce qui concerne le bioéthanol, eh bien, lorsqu'on consomme de l'éthanol, alors, éthanol de céréales ou éthanol de betterave à sucre, en gros, on fait une économie d'énergie d'à peu près 50% par rapport à une situation où on consommerait uniquement de l'essence. C'est beaucoup plus pour la canne à sucre, c'est de l'ordre de 85%. Le bilan énergétique, toujours mesuré de la même façon, est également très bon pour le biodiesel. Retenons que avec une huile végétale faite à partir de colza, soja ou tournesol, on fait une économie d'énergie par rapport au gazole de pratiquement 65 à 70%. Si on utilise de l'huile de palme, on n'est pas loin de 80%. Bon, ces chiffres, d'ailleurs, sont évidemment dépendants des progrès techniques qu'on fait, donc ils sont dépendants de l'année dans laquelle on fait ce genre de mesures. Et le progrès technique fait que ces bilans ne cessent en réalité de s'améliorer. Mais vous le voyez, les chiffres sont déjà suffisamment élevés pour dire que sur un plan énergétique, la question aujourd'hui est tranchée. Il faut des terres, il faut des surfaces pour produire ces cultures, que c'est même des bonnes terres agricoles souvent pour produire de la betterave, du blé, du colza. Et donc, il y a effectivement une compétition pour les terres et donc éventuellement une compétition pour la production d'aliments dans le contexte que tout le monde connaît, qui est effectivement l'augmentation de la demande mondiale en aliments. Et donc, est-ce que cet effet du développement des biocarburants, soit directement, soit à travers les prix, eh bien, modifie et crée éventuellement ce qui a été les grandes crises qu'on a appelées les émeutes de la faim, parce qu'effectivement, il y aurait une compétition excessive entre ces deux productions. Comme dans ce même laps de temps, disons en gros le début des années 2000, la production de biocarburants
commencé à monter en puissance, avec, donc, on l'a vu, des incitations assez fortes de la part des politiques publiques, eh bien, il y a eu rencontre, en quelque sorte, on pourrait presque dire collision, entre de plus en plus de matières premières agricoles utilisées pour la production de carburant, et puis en même temps une demande alimentaire qui croissait, et qui peut-être même, à peu près au milieu des années 2000, est venue à s'accélérer, compte tenu notamment donc, de la forte demande. On parle souvent de la Chine, c'est clair, mais en réalité, on devrait dire de beaucoup de pays émergents, d'une manière générale, connaissant une croissance assez rapide. Allons-y sur la sécurité alimentaire. Alors, sur la sécurité alimentaire, quelques chiffres déjà. Quelques chiffres qui font comprendre effectivement que le débat a pris parfois des tournures très très vives. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez à peu près 40% de la production de maïs qui est utilisée, enfin qui est transformée en bioéthanol. Et vous avez à peu près 60% de la production d'huile de colza dans l'Union européenne qui est transformée en biodiesel. Donc ces chiffres sont chiffres objectifs qui, eux, ne font pas l'objet de contestation. Mais il est bien évident que si on s'en tient à ces chiffres, on se dit, oh là là, mais c'est absolument énorme. Bien sûr que la sécurité alimentaire est en danger. Globalement, au niveau mondial, et toutes céréales confondues ou toutes huiles végétales confondues, on va le voir, la progression des biocarburants n'a pas empêché la hausse des utilisations alimentaires. C'est ce que montrent ces quelques chiffres. Les utilisations de biocarburants, de céréales pour la production de biocarburants ont été multipliées par plus que 3, vous le voyez, entre 2005 et 2014. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, on l'a dit, croissance très rapide. Et en 2014, on estime qu'il y a à peu près 7% de la consommation de céréales au niveau mondial qui est utilisée pour faire des biocarburants. Mais regardez les autres usages. L'autre usage, c'est essentiellement de l'alimentaire, soit direct pour l'homme, soit indirectement via l'alimentation animale. Eh bien, voilà, il y a quand même eu une augmentation de la consommation de céréales pour des usages alimentaires essentiellement, qui a augmenté de pratiquement 300 millions de tonnes entre 2005 et 2014. Si on fait le même genre de calcul en regardant ce qui se passe sur le marché des huiles végétales, le constat est le même. Il est peut-être d'ailleurs encore plus frappant, au sens où il y a une progression extrêmement forte de l'utilisation des huiles végétales pour la production de biocarburants, qui a été multipliée pratiquement par 6. Mais les utilisations essentiellement alimentaires d'huiles végétales dans le monde ont continué, vous le voyez, à augmenter de 35 millions de tonnes entre 2005 et 2014. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 12% des huiles végétales consommées dans le monde le sont pour faire des biocarburants. En 2012, estimation la plus récente que j'ai trouvée, on estime qu'au niveau mondial, toujours à peu près 1% de l'ensemble des surfaces agricoles, ce qu'on appelle la surface agricole utilisée, la SAU, était donc consacrée à la production de biocarburants. Quand on parle de surface agricole utilisée, dédiée en quelque sorte aux biocarburants, il faut bien voir en effet qu'une partie, plus exactement, dans le processus de production des biocarburants, on produit donc ce qu'on appelle des coproduits et qui vont être utilisés, ces coproduits, pour nourrir les animaux. Qu'est-ce que c'est ces coproduits ? Quand on fait de l'éthanol à partir de blé ou de maïs, on va avoir comme coproduit ce qu'on appelle des drèches qui sont assez riches en protéines. Quand on fabrique, quand on triture, quand on écrase des graines d'oléagineux pour faire de l'huile végétale, soit alimentaire, soit pour des utilisations de biocarburants, un coproduit très important, ce sont des tourteaux riches en protéines qui sont tout à fait des aliments tout à fait de choix pour l'alimentation des animaux. Quand on transforme des betteraves à sucre, on va avoir de la pulpe qui va également entrer dans l'alimentation animale. Quand on essaye de calculer, je dirais, un équivalent surface de ces coproduits qui sont fournis dans le processus de fabrication des biocarburants,
on se rend compte que, voilà, que les 1% de surface agricole utilisée pour les biocarburants, ils tombent pratiquement à 0,7% de la surface agricole utilisée. Il y a un exemple, je crois, qui est assez intéressant et qui permet de voir la complexité de cette question. Quelle est la part des biocarburants dans l'augmentation des prix alimentaires mondiaux? Plus on produit de biocarburants, plus finalement on couple, on relie les marchés de l'agriculture, les marchés des produits agricoles et les marchés de l'énergie. Autrement dit, on sait bien que les variations sur les marchés de l'énergie sont fortes. Prenez le cas du pétrole, pour des facteurs qui n'ont pas grand-chose à voir, bien sûr, avec l'agriculture. Mais ces variations, précisément, via les biocarburants, vont se répercuter, vont affecter, finalement, les marchés agricoles. Dans la pratique, une manière de dire ça, dans le résultat qu'on a constaté depuis quelques années, les biocarburants ont tendance à amplifier les hausses de prix agricoles qui peuvent avoir lieu parce que les bilans offre-demande sont plutôt tendus, selon les années donc. Le fait donc qu'on ait créé avec les biocarburants une demande supplémentaire pour les produits agricoles fait que lorsque les prix baissent, eh bien les biocarburants vont avoir tendance à amortir, à atténuer cette baisse. Et l'atténuation des baisses de prix, on peut dire que ça joue plutôt en faveur d'une réduction de la volatilité des prix agricoles. Si on se projette dans un avenir où les prix des hydrocarbures finiraient par s'orienter à la hausse de manière durable, effectivement, il y aurait de ce fait une incitation forte à la production de biocarburants. Et on ne peut pas complètement extraire, plus exactement éviter, disons, ce risque qui se traduirait effectivement par le fait qu'on aurait une incitation économique à faire de plus en plus de biocarburants au détriment donc des usages alimentaires. Et je crois que ces quelques réflexions, elles poussent à réaliser qu'effectivement un cadre de politique publique est nécessaire pour réguler les différents usages. Ces différents usages, on le voit aujourd'hui dans l'état du marché actuel et par rapport à un certain prix d'hydrocarbures, mais il faut probablement anticiper ce qui pourrait se passer si les situations, si les différents paramètres des marchés changent. Donc il faut qu'on aille un petit peu plus vite et quand même aborder cette question de l'accaparement des terres, si vous voulez bien. Oui, il faut remarquer que à peu près la moitié des grands projets d'investissement concernent les biocarburants. Canne à sucre, huile de palme essentiellement. Il y a là un réel danger parce que effectivement, vous pouvez très bien avoir un investisseur qui arrive dans un pays qui va acheter ou louer des centaines de milliers d'hectares, expropriant de fait pratiquement les milliers ou les centaines de milliers de petits paysans qui peuvent vivre dans ces régions. Et là, réellement, même si, encore une fois, le nombre de projets peut être très inférieur à ce qui est annoncé, quand ça se produit, c'est un réel problème. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas une question spécifique aux biocarburants. En réalité, c'est malheureusement la même question qui se pose quand il s'agit d'investissements à vocation alimentaire. Quand on a un cadre de politique publique bien conçu, c'est-à-dire qui prend en compte l'intérêt des petits producteurs, eh bien effectivement, on peut faire en sorte que la création d'une filière de biocarburants soit un excellent moyen pour intégrer dans le marché des petites exploitations familiales qui, par ailleurs, jusqu'à présent, étaient marginalisées. C'est ce qui s'est produit au Brésil avec la filière biodiesel, puisqu'il y a quelques années, le Brésil a lancé un programme qui vise explicitement à faire de cette création de filière biodiesel un instrument au développement. Et l'étude Farm, qui est publiée sur le site de Farm, montre tout à fait que, voilà, en se dotant les moyens d'intégrer ces petits producteurs, eh bien, les biocarburants peuvent avoir un effet tout à fait positif sur le développement, sur l'emploi, sur l'activité économique de manière générale, et donc finalement sur la sécurité alimentaire aussi indirectement de ces communautés rurales. À mon sens, il y a deux facteurs essentiels à réunir pour que véritablement les biocarburants
soit un avantage. La première chose, c'est d'investir dans la recherche et l'innovation. Et le deuxième facteur, qui est tout à fait en liaison avec le premier, c'est de mettre en place un cadre de politique publique qui garantisse la durabilité économique, sociale et environnementale des biocarburants, mais de manière spécifique à chaque pays. De la part du privé comme de la part du public, des efforts qui sont en train d'être faits. Bien sûr, tout cela est éminemment perfectible, mais voilà, la véritable condition, c'est créer un cadre de politique publique qui garantisse la durabilité à tous égards de ces biocarburants.